Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui avec moi sur ma chaîne pour que nous partagions ensemble cette nouvelle histoire. C'est une histoire très récente qui a eu lieu le mois dernier. En effet, Pelin Kaya, qui est une jeune Turque qui décide de quitter la Turquie, son pays natal, pour Malte, en espérant y trouver une vie meilleure, un avenir radieux. Malheureusement, elle y rencontrera la mort, et une mort totalement gratuite et atroce. La terrible histoire de Pelin Kaya, c'est tout de suite et maintenant. L'histoire est très récente, elle a lieu en effet en janvier 2023 à Malte, plus précisément à Gzira, qui est une localité située sur la côte nord-est de Malte. Pelin Kaya est née en 1993 en Turquie et elle a tout juste 30 ans au moment des faits. Nous savons qu'elle a deux grandes sœurs dont elle est très proche, et elle est aussi très proche de ses deux parents. Tous les deux, le reste de la famille vit à Istanbul en Turquie. Ses proches la décrivent comme une personne agréable, souriante, très serviable et ambitieuse. C'était une jeune femme de caractère et très intelligente. Ses parents diront qu'elle était aussi d'une grande générosité, car elle envisageait de faire construire une grande maison à Ardahan, c'est une petite ville là-bas en Turquie, parce qu'elle voulait en fait réunir tous les membres de sa famille au moins une fois par an pendant les fêtes. Elle étudie l'architecture à l'université d'Istanbul. Elle décroche son diplôme et commence à travailler pour l'entreprise Nike dans l'équipe créative et design industriel qui se charge de concevoir les showrooms Nike. Donc Pelin passe quelque temps dans l'entreprise Nike, et à un moment donné elle décide de démissionner, car en fait elle a envie d'apprendre un peu plus l'anglais. Elle n'est pas son anglais n'est pas très développé, et donc elle veut s'améliorer dans cette langue-là pour élargir un petit peu ses opportunités professionnelles. Et elle se dit pourquoi pas aussi aller une fois l'anglais appris, aller s'installer définitivement à l'étranger. Donc très vite elle fixe son choix de destination et elle se rend à Malte. Donc Malte, c'est un archipel qui se situe entre la Sicile et l'Afrique du Nord. Pelin passe donc quelques temps à Malte et elle tombe très vite sous le charme de ce pays, et donc une fois le diplôme d'anglais obtenu, elle décide de ne pas retourner du tout en Turquie et elle s'installe définitivement à Malte. Pelin a même décroché un emploi d'architecte d'intérieur dans une entreprise qui s'appelle 1%, et elle était très intégrée dans cette nouvelle entreprise. D'ailleurs, ses collègues la décriront comme une personnalité très attachante et à la fois délirante. Ses plus proches collègues Vincenzo et Alessandro témoigneront et diront qu'ils ont trouvé anormal que Pelin ne se présente pas le lendemain matin au travail sans prévenir, car ce n'était pas du tout dans ses habitudes, et c'est en regardant les nouvelles à la télé que malheureusement ils se sont rendus compte de la réalité et qu'ils ne reverront plus jamais Pelin. It feels that there's a hole in our hearts that really cannot be filled. Voilà 2 ans que Pelin est installée à Malte, à Gzira plus précisément, et le 18 janvier 2023, Pelin fête son 30e anniversaire avec des amis dans un restaurant. Ses amis lui feront la surprise du gâteau d'anniversaire, et une dernière photo sera prise ce soir-là. On y voit Pelin ravie et heureuse, mais malheureusement personne ne se doutait un seul instant qu'elle vivait là ces dernières heures. À la fin de la fête, Pelin décide de quitter donc le restaurant aux alentours de 1h du matin, car en fait elle devait rejoindre son fiancé qui est venu de Turquie exprès pour l'occasion. D'après les investigations, Pelin descendait la rue de Testaferrata. Elle était en train de marcher à côté d'une station-service du nom de Paul & Rocco quand une voiture était en train de rouler pas très loin. Elle fait demi-tour et elle se dirige directement vers Pelin. Elle fonce sur Pelin, la heurtant de plein fouet, et elle finit sa course dans un restaurant KFC, encastrée totalement dans un restaurant KFC. Des témoins ont déclaré que Pelin était en train d'agoniser au sol quand le conducteur meurtrier du nom de Jérémy Camilleri est sorti du véhicule. Il a attrapé des pierres en fait qu'il a trouvées par terre et il s'est mis à les jeter sur la victime en proférant des insultes. Et donc quelques témoins qui ont assisté à la scène ont essayé d'intervenir, d'arrêter en fait, de maintenir au sol Jérémy, mais ils n'ont pas réussi en fait à l'immobiliser. Il était vraiment hystérique et il s'est mis même à jeter des pierres sur tout le monde, à insulter tout le monde. Il voulait en fait se battre avec tout le monde. La police est immédiatement prévenus de l'accident. Ils arrivent sur place et ils sont choqués du chaos qu'ils y trouvent. Ils ont en face d'eux un individu hystérique, incohérent, qui les insulte, qui insulte tout le monde.
Les témoins ont déclaré que la police a eu un peu de mal à immobiliser Jérémy. Ils ont dû utiliser leur taser à 2 reprises en fait pour le figer, l'immobiliser et pouvoir lui passer les menottes et l'emmener en garde à vue. Après son arrestation, Jérémy demande en fait à ce qu'on fasse venir TVM News, qui est un journal d'information maltais, car en fait il dit avoir cherché à tuer quelqu'un ce soir-là pour devenir célèbre. Il veut que les chaînes d'information parlent de lui et il a déclaré devant des témoins apparemment: je suis un psychopathe et fier de l'être. Donc là tout le monde est choqué de ces déclarations. Là la police a devant elle un homme totalement hystérique et incohérent. Il semble être sous l'emprise quand même de substances illicites. L'ambulance est aussi prévenue pour secourir la pauvre Pauline qui est à terre ensanglantée, et les ambulanciers ont aussi déclaré que la victime était tellement défigurée qu'ils n'ont pas réussi à déterminer tout de suite s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Les médias ont aussi précisé que le petit ami de Pauline qui avait rendez-vous avec elle a cherché à la joindre plusieurs fois. Elle ne répondait pas parce que bon, elle a été accidentée, donc elle ne répondait pas au téléphone, et il commençait à s'inquiéter. Il avait une inquiétude qui commençait un peu à grandir, et il s'est approché, donc il avançait en fait près de la station-service. Il a déclaré qu'en fait en arrivant il a vu que la rue était totalement fermée, encerclée par des ambulanciers et par la police. Donc son inquiétude commençait encore plus à grandir une nouvelle fois. Donc là il interpelle un policier, il dit qu'il n'arrive pas à joindre sa fiancée, et le policier lui explique qu'il y a quelqu'un qui est à terre, ils savent pas encore qui, mais une personne est entre la vie et la mort, elle a été renversée par quelqu'un. Et là le fiancé il retente à nouveau, il appelle à nouveau Pauline, et il dira en fait qu'il a vu son téléphone sonner près de son corps, près du corps qui était allongé par terre, et c'est là qu'il a compris que la victime c'était sa petite amie, et donc il a appris l'incident comme ça quoi. Pauline évidemment est prise immédiatement en charge par l'ambulance, il l'emmène à l'hôpital, mais malheureusement celle-ci a perdu tellement de sang qu'elle décède sur le chemin de l'hôpital, et son décès sera déclaré aux alentours de 2h30 du matin. Alors s'agissant de Jérémy Camilleri, le conducteur meurtrier, nous savons qu'il est né en France, à Toulouse plus précisément, le 22 février 1989, d'un père maltais algérien et d'une mère française, et il est donc âgé de 33 ans, bientôt 34 au moment des faits. Donc quand il est plus jeune, ses parents décident de se séparer, il est fils unique, et il décide à l'adolescence d'aller vivre à Malte avec sa mère, dans la ville de Lidja plus précisément. Donc c'est une ville qui est située dans le centre de Malte, et Jérémy il vient d'une famille quand même assez aisée, et il est scolarisé dans un collège privé qui s'appelle le Saint Martin's College à Svatar. Je sais pas si ça se dit Svatar ou Swatar, je sais pas, Svatar on dira. Alors ses amis et connaissances le décrivent comme un adolescent tout à fait ordinaire, qui aimait plus particulièrement le foot et les jeux vidéo, mais à la fin de son adolescence, Jérémy commencera à emprunter un mauvais chemin, car il commencera à consommer de la... Un ancien camarade témoignera et il dira que Jérémy a subi un incident en fait plus jeune en cours qui a engendré un total changement dans son comportement. En effet, un jour, il s'est coincé la main en fait dans une porte, et il a perdu un bout de doigt, et cet incident a fait que Jérémy il a pris cette distance à ce moment-là avec tous ses amis, avec ses proches. Il s'est totalement coupé du monde. Alors Jérémy continue malgré tout les cours, mais il n'ira pas jusqu'au bout. Il finira en fait par abandonner l'école, donc il décrochera pas son diplôme, et à la suite de ça il décrochera un job de videur dans une boîte de nuit, et c'est à ce moment-là en fait qu'il commencera à se lier d'amitié avec des personnes peu fréquentables qui baignent dans des trafics de et de stupéfiants. Jérémy commencera à se faire connaître par les services de police à l'âge de 23 ans pour la première fois, car en fait nous savons qu'en 2012 il a vandalisé la maison de son voisin, et pour cet acte-là en fait il a écopé de 1 an de prison. Il a commis bien sûr plein d'autres méfaits, plein d'autres délits, mais en fait qui n'ont pas été dévoilés. En fait je les ai pas trouvés en fait dans la presse, donc on sait pas trop ce qu'il a fait, mais en tout cas on sait qu'il a été à plusieurs reprises mis en garde à vue
disparu par la police, mais pourquoi on ne le sait pas. Par contre, on sait que quelques semaines avant le meurtre de Pauline, le 4 janvier 2023, il a été reconnu coupable de vol à l'étalage dans des magasins situés dans les villes de Sliema et Attar. Mais la justice a été assez clémente avec Jérémy car il n'a pas été condamné pour ces délits, bizarrement. Il est aussi assez connu des voisins et de la région car les gens le décrivent comme quelqu'un d'assez violent, notamment avec sa mère, parce que plusieurs fois il a été vu en train de hurler sur sa mère ou l'agresser verbalement. La police, quand elle arrête Jérémy Camilleri, donc elle l'emmène à l'hôpital pour effectuer des dépistages de et d'alcool, et il se trouve que Jérémy Camilleri était au moment donc du meurtre sous l'emprise de l'alcool, de la cocaïne, de la aussi. Et apparemment, Jérémy aurait fait des déclarations assez préoccupantes au personnel hospitalier et aux enquêteurs à l'hôpital. Il aurait apparemment demandé quelle est la pire chose qu'il ne soit jamais arrivé à Malte car je veux en être l'auteur et devenir célèbre. Alors, les enquêteurs commencent leurs investigations pour essayer de retracer le déroulé des faits et pour cela, ils recueillent les images de vidéosurveillance qui se situent près du lieu du crime, mais aussi près du domicile de Jérémy. Et là, les enquêteurs découvrent que Jérémy, en fait, est sorti 8 à 10 minutes avant le meurtre au volant de sa BMW. On le voit prendre la route vers Gzira et rouler à une vitesse tout à fait normale quand tout d'un coup, il aperçoit Pauline au loin et il se met à rouler très très vite, à se diriger vers elle et à la percuter de plein fouet. Les images là démontrent clairement l'homicide volontaire, donc le meurtre. Il ne s'agit absolument pas d'un accident. La police, au cours de son enquête, dans les investigations qu'elle entame, elle cherche bien sûr à trouver un mobile. Elle veut savoir quel est le mobile, pour quelle raison Jérémy aurait commis cet acte pareil, quel antécédent il y a entre lui et la victime. Sauf que les proches et les amis de Pauline, en fait, confirmeront à la police qu'il ne peut pas y avoir de mobile car Pauline et Jérémy ne se connaissent absolument pas, qu'ils n'ont aucun antécédent, ce sont des inconnus tous les deux et que ce meurtre est totalement gratuit. La police perquisitionne le domicile de Jérémy et ils ont déclaré que l'appartement était dans un état catastrophique, totalement négligé et délabré. C'était vraiment, c'était même plus un appartement, c'était un dépotoir. Ils ont trouvé des rats morts, des souris mortes. Il y en avait même des vivants apparemment qui se baladaient. Il y avait aussi, ils ont découvert aussi des excréments humains étalés au sol. Donc c'était vraiment un appartement, enfin un état, mais vraiment, je crois qu'on peut même pas imaginer l'état de l'appartement, quoi. La police trouve aussi le téléphone de Jérémy dans l'appartement et elle analyse donc les données de Jérémy, mais elle ne trouve absolument rien d'intéressant pour l'enquête car il n'y a aucun lien direct avec Pauline. Il n'y a pas d'éléments qui peuvent faire avancer l'enquête plus que ça. Mais par contre, dans le téléphone quand même, ils découvrent que Jérémy a une petite amie à ce moment-là. Donc ils prennent contact avec cette petite amie et celle-ci leur annonce que le 17 janvier 2023 au matin, elle et Jérémy se sont disputés car en fait ils voulaient la voir mais pas elle. Et donc Jérémy, ça l'a agacé, ça l'a énervé et apparemment il aurait laissé un message vocal à sa copine dans lequel il aurait déclaré: je suis un criminel et fier de l'être, tu entendras parler de moi dans les journaux. Bien sûr, ce message vocal apparemment a été supprimé, mais heureusement les enquêteurs ont pu le retrouver. Donc là clairement ça renforce encore plus l'homicide volontaire et la préméditation de son acte. Un autre témoin également, un proche de Jérémy, déclarera aussi que Jérémy l'a contacté quelque temps après le meurtre pour lui annoncer qu'il vient de tuer quelqu'un et qu'il est fier de lui. Jérémy bien sûr est accusé de meurtre sur la personne de Pauline, mais il est aussi accusé de 13 autres chefs d'accusation, notamment de conduite sous l'influence de la drogue, de l'alcool, de possession de substances illicites avec lui, car apparemment il possédait sur lui de la cocaïne. Et il est aussi inculpé de refus d'obtempérer car quand la police a voulu l'arrêter, il s'est pas laissé faire et il a fallu vraiment utiliser la force pour pouvoir l'immobiliser. Alors nous savons qu'une audience a déjà eu lieu pour trancher la question de savoir si Jérémy doit avoir des soins psychiatriques à l'hôpital ou bien en prison. En gros, s'il doit séjourner à l'hôpital psychiatrique ou bien en détention provisoire en prison dans l'attente de son procès. Bien évidemment, Jérémy plaide non coupable arguant la folie et ses avocats aussi demandent
demande plutôt des soins psychiatriques à l'hôpital Mount Carmel, affirmant qu'il n'est pas en état de subir un enfermement dans une prison. Mais bien évidemment, le procureur général et le juge refuseront cette proposition et Jérémy est donc envoyé à l'établissement correctionnel de Corradino, dans lequel il obtiendra ses soins psychiatriques. La date de procès n'a pour l'heure pas encore été annoncée. La famille de Pauline est totalement anéantie. Elle est sous le choc encore du décès de Pauline. Elle est sous l'émotion également. Et l'oncle de Pauline déclarera d'ailleurs que lors d'une visite de sa nièce en Turquie, il y a pas très longtemps avant les faits, il avait tenté de la convaincre de revenir vivre en Turquie, mais elle lui aurait répondu qu'elle était très bien à Malte, qu'elle se sentait en sécurité à Malte, et donc il a déclaré que s'il avait su, il aurait tout fait pour la faire revenir en Turquie. Quant à la mère de Pauline Kaya, qui est totalement dévastée également, il a été dit qu'elle a perdu carrément connaissance lors de l'audience, de par l'émotion, de par la tristesse. Il a même été déclaré qu'un proche de Pauline il est tellement triste, il a tellement une grande colère envers Jérémy, donc le meurtrier de Pauline, qu'en fait il a voulu en fait sauter sur Jérémy pour l'agresser. Il a été retenu en fait par la famille et par la police qui était là. Jérémy est resté lui prostré dans le box des accusés. Il n'a pas montré d'émotion, de regret envers la famille, envers les proches. Il avait la tête baissée, les yeux rivés vers le sol. Avant de regagner la Turquie, une veillée sur le lieu du crime est faite et tous les amis et les proches de Pauline Kaya se sont rendus à cette veillée pour rendre hommage, un dernier hommage à Pauline. Le 21 janvier 2023, le corps de Pauline est transféré de Malte vers la Turquie pour qu'elle soit enterrée dans son pays natal. Les frais sont totalement pris en charge par Malte car ils compatissent vraiment avec les proches et la famille de Pauline et ils ont déclaré qu'ils feront tout le nécessaire pour rendre justice à leur fille. Pauline Kaya est enterrée le lendemain, le 22 janvier 2023 à Istanbul en Turquie. Nous attendons donc avec impatience la suite de cette affaire et donc la condamnation de Jérémy Camilleri, mais je suis persuadée que celui-ci sera condamné pour meurtre. Alors je connais pas la sentence, je sais pas si c'est la perpétuité là-bas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas il ne fait aucun doute que l'affaire sera considérée comme un homicide volontaire, donc avec préméditation, et qu'il sera bien sûr condamné pour meurtre sur Pauline Kaya. En tout cas, dès que j'ai du nouveau, je vous ferai une petite mise à jour sur sa condamnation. Voilà, la vidéo touche à sa fin, donc si la vidéo vous a plu, je vous laisse comme d'habitude liker, commenter, vous abonner et je remercie déjà tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Je demanderai à tous ceux qui aiment mon contenu de vous abonner en cliquant sur le carré rouge. Vraiment, c'est gratuit, c'est totalement gratuit et ça aide au développement de la chaîne. Ça fait plaisir et puis voilà quoi. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.